Moi, je représente donc ici Éclosion 13. C'est une structure qui promeut les femmes et les femmes artistes et techniciennes dans les milieux du spectacle vivant et audiovisuel ou arts plastiques, donc les arts visuels. Et on s'aperçoit qu'effectivement, dans nos secteurs, il y a énormément de pression. Là, ce que je viens d'entendre avec cette personne qui s'est livrée avec beaucoup d'émotion sur son parcours, eh bien, nous avons dans nos secteurs, nous, tous les jours, ce genre de situation et qui sont des chantages assez odieux au travail, à l'emploi, enfin, voilà, pour un rôle, pour une mission, pour aussi bien un contrat technique que on le sait plus au niveau donc des actrices et des personnes qui sont sur scène ou devant la caméra, mais enfin ça se passe à tous les niveaux, y compris chez les musiciennes. Voilà, donc nous dénonçons tout ça. C'est un travail de longue haleine au quotidien, enfin par nos spectacles, mais pas seulement, par le militantisme qui en découle aussi au quotidien dans tous les secteurs, d'alerter, de former également, puisque nous nous adressons aux jeunes générations et nous essayons de donner des outils aux jeunes femmes pour qu'elles ne se laissent plus abuser par des employeurs mal intentionnés. Alors c'est vrai que c'est toujours très très compliqué d'être à la place des autres. Hein. Quand on a besoin de travailler, parfois malheureusement on se tait et il faut pas se taire. Voilà, je pense que le maître mot en fait de ce que nous essayons de travailler, c'est de vraiment parler, de libérer la parole, d'essayer de trouver des points d'appui justement. Et Éclosion 13 en est un pour dénoncer ce genre de pratiques et de mettre en place aussi des formations, des ateliers de réflexion, de s'armer en fait contre ce genre de chantage ou de violence sexuelle ou de chantage sexuel tout simplement contre rémunération d'un travail. Hein. Enfin, j'entends bien là d'un spectacle, d'un film ou autre, ou d'un concert. Il faut aussi être persuadé de sa richesse personnelle et intérieure et vraiment de pouvoir affirmer que son travail est la seule richesse à apporter et pas son physique ou sa personne, et que ça mérite salaire. Tout simplement, ça c'est un salaire obligatoire. Alors on sait aussi qu'il y a peu de femmes dans les secteurs justement valorisants, et ça c'est un problème. C'est-à-dire que plus on aura de femmes sans doute dans nos secteurs, et moins on aura le besoin en tout cas de se battre contre ces machismes et patriarcats ambiants. On a 52% d'étudiantes dans les milieux du spectacle vivant, des artistes, hein, et on ne retrouve en fait dans le spectacle vivant véritablement qu'1% de compositrices. C'est pour vous donner un tout petit peu là une échelle de valeur par rapport à ce travail qu'il faut faire. En fait, la présence des femmes est importante. On a 4% de chefs d'orchestre, hein, 5% de librettistes, 21% seulement d'autrices, et on le voit. On le voit dans les scénarios, on le voit dans les films, on voit aussi le jeunisme, c'est-à-dire au-delà d'un certain âge, votre ticket n'est plus valable. Il faudra attendre un long tunnel pour pouvoir réapparaître une fois que vous serez stigmatisé vis-à-vis de votre âge, c'est-à-dire d'être grand-mère avec les rides qui vont bien, les cheveux blancs qui vont bien, et voilà. Enfin, on a encore une image de la femme dans cette société qui est assez stéréotypée et assez déplorable. 27% seulement de metteuses en scène. Et quand on dit metteuse en scène, on dit aussi budget. Et bizarrement, les budgets attribués aux femmes sont moins importants pour un même projet que pour un homme. Ça aussi, on peut se poser des questions par rapport à ça. Et il y a toujours évidemment un écart de salaire de 20% entre les hommes et les femmes dans nos métiers. Ça, c'est une vraie violence aussi qu'on dénonce, qu'on essaye de travailler. Donc, bon, c'est un travail un peu long, un peu
qui est pas toujours mis en lumière, hein, bien sûr, et on le voit nous par exemple pour Éclosion 13, on a un mal fou à avoir des fonds pour pouvoir faire tourner l'association, alors qu'on a plus de 80 adhérentes et qui politiquement ont envie que les choses changent aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas là uniquement pour produire de l'artistique, on est là aussi pour produire de la pensée et un cadre de sociétal qui nous convienne, c'est-à-dire quelque chose d'autre à vivre en tant que femme. Je sais pas, je veux pas faire une longue conférence, je ne sais pas exactement quel est le mode que vous avez privilégié, mais voilà, comme je viens d'arriver, j'ai pas entendu tout le monde. Si vous avez des questions ou je sais pas. Merci en tout cas pour cette intervention. Je pense qu'effectivement, ces chiffres-là étaient très éloquents et font vraiment écho à tout ce qui a été dit auparavant, au pourcentage effectivement de femmes dans les comités exécutifs d'entreprise et au fait que la violence symbolique, effectivement, qui est encore aujourd'hui présente à l'égard des femmes et qui leur interdit, hein, avec le concept de plafond de verre que nous a expliqué Madame Epiphane, l'accès finalement au poste à responsabilité. Je pense que c'est des choses qui méritait réellement d'être rappelé. Effectivement, oui, vous voulez compléter? Oui, voilà, je peux vous donner un petit panel aussi au niveau du cinéma, c'est-à-dire ça aussi, ce sont des chiffres. J'ai essayé de me nommer là en bas, puis je vois que ça marque pas, je sais pas pourquoi, mais bon, ça n'a pas marqué, ça c'est les arcanes de la technologie. Par exemple, Cannes, vous savez, vous avez eu un petit peu quand même, vous avez vu ce qui s'était passé. Il y a plus de 89 comédiennes, réalisatrices, scénaristes, monteuses qui se sont montrées à Cannes lorsque on pouvait encore monter les marches il y a 3 ans, et pour signifier vraiment qu'il fallait plus de femmes dans nos secteurs audiovisuels. On sait que 10% seulement de longs métrages sont réalisés par des femmes en compétition, sont sélectionnés, hein, par contre, pas réalisés, parce qu'il y en a bien plus, mais seulement 10% de longs métrages. Et après, une longue lutte, en fait, parce que ça, c'est vraiment l'aboutissement d'une lutte régulière. Et 21% de courts-métrages seulement, 29% de longs-métrages pour un certain regard. Voilà, donc on a donc des conséquences immédiates à cette inéquité. C'est un manque d'employabilité pour les femmes, de reconnaissance aussi, et des histoires que portent les femmes, qui ne sont pas les mêmes que ce que les hommes peuvent évidemment nous raconter. Alors, Éclosion 13 est aussi aux membres du mouvement national HF, hein, Hommes-Femmes, Égalité dans nos métiers, du pôle de coopération des acteurs de la filière musicale en région, du collectif 13 droits des femmes, de la CRES, du COLD et du SMA, syndicat des musiques actuelles, parce que tout cela est concordant. Et on avait d'ailleurs fait une conférence sur les Docs des Suds lorsqu'il y avait encore Babel Med Musique, sur la situation des femmes dans la musique, parce que là aussi c'est assez dramatique en tant que leaders, c'est-à-dire des compositrices et chefs d'orchestre jazz par exemple, vous n'en voyez pas, ou très peu. Elles sont 3. Par contre, des chanteuses, bien sûr, mais des musiciennes, véritablement, dans le monde du jazz, c'est encore extrêmement fermé aux femmes. Et en tant que collectif qui vous positionnez donc pour les droits des femmes et pour les droits des femmes dans le monde du travail et dans le monde artistique, quelles sont vos revendications, quels sont les combats que vous portez, les mesures concrètes qui pourraient vous aider, qui pourraient nous aider en fait à construire une société qui soit moins inégalitaire et qui visibilise plus, qui ne réduise pas, qui réduise moins, qui ne réduisent plus du tout en fait les femmes juste à leur identité de genre, comme on a pu le décrire au cours de ces interventions. Comme ce que je vous disais, c'est que c'est un combat perpétuel de se faire entendre, de faire reconnaître que le travail des femmes est aussi important et intéressant que celui des hommes, et donc ça veut dire que des budgets puissent nous être alloués, qu'on puisse aussi donner de la visibilité aux étudiantes qui sortent des écoles artistiques et donc de les retrouver dans le monde du travail. Mais ça, j'aurais tendance à dire que c'est la même chose, par exemple, pour les chercheuses. Vous avez énormément, je ne sais pas si vous avez déjà abordé le sujet,
mais vous avez énormément de jeunes femmes qui sont extrêmement diplômées, qui sortent des secteurs de la recherche et qu'on ne retrouve pas dans les métiers ensuite professionnels. Alors, ce qu'on demande, et nous, ce qu'on essaye de faire depuis un bon moment, alors pierre après pierre, hein, c'est la visibilité des femmes au-delà de 50 ans aussi, ça c'est quelque chose d'important, que ça s'arrête pas, que dans notre société, les femmes jusqu'à 67 ans doivent travailler de la même façon que les hommes, c'est-à-dire qu'on a un âge de la retraite de toute façon qui est là, donc on est toujours en activité. Et pourquoi est-ce que dans les scénarios, dans les histoires, dans les films, on ne voit plus de femmes après 40 ans, parce que c'est même pas 50, hein, 40 ans c'est déjà obsolète. Mais les jeunes femmes qui se reconnaissent de ces femmes qui prennent de l'âge, comment est-ce qu'elles peuvent construire justement une image positive d'une femme qui vieillit, parce que il n'y a pas de honte à vieillir. Et là, c'est pareil, c'est comme pour le viol, il faut que la honte change de camp. C'est-à-dire que il faut qu'on cesse de stigmatiser les femmes parce qu'elles ont un bourrelet, parce qu'elles ont des rides, parce qu'elles ont des cheveux blancs, parce que ci, parce que là, parce que le reste. Il y a d'abord et avant tout l'intériorité, la personnalité, l'individualité. Donc, nous réclamons d'être plus prise en considération. Alors aussi bien dans les services publics territoriaux qui sont des attributions de fonds, lorsque nous portons des projets, lorsque nous sommes à la mise en scène ou bien à l'écriture, d'être édité, lorsque nous écrivons, de pouvoir être visible évidemment dans tous les secteurs professionnels qui sont les nôtres. Et là, en ce moment, il y a quelque chose de criant, puisque vous le savez, depuis un an, plus d'un an maintenant, dans le spectacle vivant, bon nombre d'entre nous n'ont pas pu travailler. Eh bien, les femmes sont l'objet de détournement d'emploi, de professionnalisation, c'est-à-dire qu'elles quittent leur métier parce qu'elles ont encore moins de possibilités de gagner leur vie, par exemple pour des techniciennes son, alors que nous en manquons. Les femmes dans la technique sont peu nombreuses en vérité. On commençait tout juste un peu à avoir un peu de féminin dans les équipes, et là, elles sont obligées de repartir sur des chemins de formation différents parce qu'elles ne peuvent plus nourrir leur famille, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de foyers monoparentaux, je ne sais pas si on en a parlé aussi, je suppose, mais dans ces métiers-là aussi. Et nous voyons avec la situation faite à la culture actuellement, enfin tout du moins au spectacle vivant, devant des cas de figure extrêmement complexe quand vous savez que des femmes enceintes n'ont pas d'indemnité journalière parce qu'elles n'ont pas pu travailler suffisamment d'heures. Ça, ce sont aussi des problématiques qui sont strictement féminines, une grossesse dont on ne prend pas la mesure. Et je pense que c'est à l'aune de cet exemple, par exemple, c'est la même chose pour tous les autres exemples, c'est-à-dire l'emploi, la reconnaissance, les stéréotypes, les cases dans lesquelles on voudrait nous mettre aussi par rapport au physique, à l'âge, à ci, à là, au reste. Voilà. Donc c'est un combat de tous les instants. On gagne un peu. On a vu Balance ton port, on a vu MeToo, on a vu tous ces mouvements qui nous ont quand même permis de dénoncer des choses, mais pour autant, quid de la justice et qu'est-ce qu'il en est véritablement ensuite de la réparation? Voilà, enfin, je veux pas m'étendre trop dans ces sujets, mais c'est tellement vaste. Oui. En effet, on est en proie à une invisibilisation globale, et une stigmatisation globale encore aujourd'hui, et c'est ce qui apparaît le plus manifestement. Et je vais laisser la parole tout de suite à Madame L'Espérance pour parler effectivement des personnes qui sont en situation d'intersectionnalité, d'exclusion, en particulier de la situation des personnes travailleuses du sexe. Mais effectivement, on est dans une situation encore aujourd'hui où on est face aussi à un discours, et ça j'espère qu'on pourra en parler dans le court temps de questions qui nous restera, qui consiste à dire que finalement c'est fini, que le sexisme n'existerait plus, ce qui invisibilise à la fois finalement la parole des femmes et de toutes les personnes qui subissent le sexisme, mais aussi la violence en elle-même. En fait, ça vient nier la violence, et ça rejoint effectivement les difficultés dans ce combat à mener, et la représentation effectivement est un outil pour lutter contre cette invisibilisation qui délégitime la parole des personnes.
Ok. Donc effectivement, malheureusement, le temps s'écoule et on va être un peu pris par le temps. Donc je vais laisser la parole à Madame L'Espérance pour le STRAS qui va nous parler donc de la situation des personnes travailleuses du sexe.